Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Jocelyn Morisson. Bonjour Jocelyn. Bonjour Alex, bonjour à tous. Jos- Jocelyn, vous êtes journaliste scientifique, auteur, traducteur. Vous avez travaillé sur les ponts entre philosophie, science et spiritualité. Vous avez coécrit avec Philippe Guillemant La physique de la conscience, avec Olivier Chambon La révolution psychédélique et Univers Esprit, tout est relié avec Romuald de Leterrier. Vous publiez prochainement aux éditions Guittret Daniel Comment l'esprit agit sur la matière, psychokinèse et guérison inexpliquée avec Antoine Sénanque. Est-ce que vous avez besoin d'ajouter quelque chose? Avec Romuald de Le Terrier, on a fait trois livres en fait. Tout est relié et le troisième. Il y a eu d'abord Ce souvenir du futur, qui a été un beau succès, et ensuite on a fait Ce souvenir de l'au-delà, et tout est relié. Ok, bon, une super trilogie à découvrir si jamais Ouais. vous ne les connaissez pas encore. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez me dire si vous étiez un livre, quel livre vous seriez? Si, si j'étais un livre, euh, je serais le livre de la jungle. Ok. Si vous étiez un film, Euh, film, je vais dire Johnny s'en va en guerre. si vous étiez une époque, Bah, le futur. tant qu'à faire. Si vous étiez une devise, Une devise. Bah, j'aime bien une devise qui vient d'un livre qui s'appelle Les dialogues avec l'ange. Il dit, la lumière ne naît pas des ténèbres, mais les ténèbres meurent de la lumière. et si vous étiez une créature légendaire? Créature légendaire, ah bah, dragon, parce que je suis de l'année des dragons, donc Ok. c'est tout à fait moi. Alors pour commencer, j'ai envie de vous demander c'est quoi la psychokinèse et comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet? Bah, la psychokinèse, donc, ça désigne l'action de l'esprit, de la pensée sur la matière. Il est connu depuis longtemps. Le terme, lui, il est assez moderne, il est assez récent, hein. Mais on parlait de télékinèse, télékinésie, psychokinèse, etc. Donc aujourd'hui, c'est le terme qui a été retenu sous l'influence de l'anglais, peut-être aussi, psychokinésis. Et donc ça désigne tous les cas où finalement la matière va être influencée par une action de l'esprit simplement. Donc, ça va de des gens qui sont capables de déplacer des objets. Après, certaines personnes n'y croient pas du tout, bien sûr, à tout ça, hein, on va en parler. Mais c'est des gens qui déplacent des objets par la pensée, et c'est d'autres qui, par exemple, peuvent tordre des cuillères. On a vu ça à une époque, c'était très en vogue. Tordre des cuillères ou des objets en métal qu'on tient dans la main, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est la psychokinèse à grande échelle, c'est-à-dire qu'elle est visible, en tout cas, à l'œil nu. Et puis, on parle de micro-psychokinèse pour désigner des cas où, en fait, des gens, par l'influence de leur pensée, de leurs intentions, vont modifier des choses au niveau microscopique, quoi, des choses qui se passent au niveau des atomes, au niveau des molécules, éventuellement. Enfin, voilà, il y a des expériences qui ont été conçues pour ça, pour montrer qu'il y avait une action à un niveau à une échelle très, très petite. Donc, dans ces cas-là, on parle de micro-psychokinèse. Bon, voilà. Macro-psychokinèse, micro-psychokinèse. Donc moi, je m'intéresse à tout ça depuis une trentaine d'années, en fait, parce que mon sujet de départ, c'était les états modifiés de conscience. Donc, essentiellement, les expériences de mort imminente à l'origine. Je me suis beaucoup intéressé à ce phénomène où les gens, vous savez, frôlent la mort et ont des visions, voient des choses qu'ils ne pourraient pas voir depuis leur point de vue, normalement, depuis le point de vue de leur corps. Et puis, ils vivent des choses extraordinaires et ils sont emportés par des sentiments mystiques, merveilleux, etc. Et il y avait parmi les suites, les effets secondaires d'une expérience comme ça, il y avait des témoignages de gens qui se retrouvaient avec des capacités
Voilà, de justement influencer les objets autour d'eux, mettre des objets électroniques en panne, par exemple, des montres, des appareils photo, des choses comme ça, qui tombaient en panne. Et donc, on s'est aperçu que voilà, il y avait des influences de ce type-là après des expériences comme ça, après des expériences mystiques ou après des expériences de mort imminente. Donc, pour moi, tout de suite, ça a fait partie du paysage, si vous voulez. Toutes ces expériences là amenaient à d'autres expériences qu'on appelle perception extrasensorielle, donc la capacité d'avoir des sensations de télépathie, par exemple, ou d'avoir des visions, des informations du futur, hein, donc voyance, etc. Et puis, donc, des gens qui disaient avoir une influence sur la matière, sur les objets matériels autour d'eux. Donc, voilà, donc dès le départ, je me suis intéressé à ça et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été écrites là-dessus, sur ces sujets-là, et que c'était largement ignoré, en fait, par la science mainstream, on va dire, classique, et par le grand public, par conséquent. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de modèle pour expliquer ces constatations-là. Mais de fait, des gens vivent des expériences comme ça, même encore aujourd'hui, tous les jours, quoi. Je veux dire, ça fait partie d'une certaine banalité, entre guillemets, pour certaines personnes, en tout cas, il y en a qui sont doués aussi pour ça, etc. En tout cas, c'est une réalité. C'est une réalité attestée, contestée aussi, mais attestée, mais qui n'est pas expliquée. Voilà, on ne sait pas l'expliquer. Donc, c'est pour ça que ça reste dans les limbes un peu de la connaissance, quoi. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement et comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est notre esprit et pas le hasard? Je vais prendre un exemple qui m'a fait sourire. Là, vous parliez de mettre des objets en panne. Je pense que ça nous est déjà arrivé à tous d'être arrêtés à un feu rouge et de nous dire dans notre tête, un petit peu pour rigoler, un petit peu en jouant, allez, à 3 tu passes au vert et à 3 le feu passe au vert. Enfin, moi, en tout cas, je le fais. Je ne sais pas si d'autres le font, si d'autres se reconnaissent là-dedans. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est nous qui avons fait quelque chose ou que c'est pas juste le hasard, le feu qui devait passer au vert? Est-ce que ça peut être un mélange des deux aussi, peut-être? Mélange des deux, pourquoi pas. En tout cas, dans les expériences scientifiques qui ont été faites sur l'action de l'esprit sur la matière, on s'est donné les moyens de valider effectivement le fait que c'était l'intention du sujet qui produisait un effet, parce qu'on lui demandait de produire tel ou tel type d'effet. Donc, par exemple, dans les années 70, notamment, il y a eu beaucoup de recherches donc sur les gens qui étaient présentés comme des tordeurs de métaux. Hein, donc le plus fameux, c'était Uri Geller. Et Uri Geller, on le voyait à la télévision tordre des cuillères et puis d'autres objets métalliques et puis remettre en marche des montres qui soi-disant étaient en panne, etc. Et ça agissait, y compris chez les téléspectateurs qui regardaient ça depuis leur salon. Enfin bon, à l'époque, c'était extraordinaire. Hein. Donc on a jugé beaucoup de gens sérieux. On dit c'est un magicien, c'est un prestidigitateur. Tout simplement, il y a rien il n'y a pas d'action au niveau de son esprit, c'est juste de la prestidigitation, de la magie, quoi. Mais ce genre de personnage, comme Uri Geller, il s'est aussi prêté à des expériences de labo. Donc, dans des labos américains notamment, on lui a demandé de faire des choses précises sur des objets métalliques, de faire des déplacements d'objets, de faire des torsions d'objets, etc. Donc, là, on se doute quand même que c'est l'esprit du sujet en question qui produit un effet, parce qu'on lui demande précisément de produire ce type d'effet. Donc voilà, sur les recherches qui ont été faites, et ces recherches ont été faites en France aussi, hein, avec d'autres sujets, donc j'en parle dans le bouquin, bien sûr. Hein. On a aussi un tordeur de métal célèbre chez nous, c'est Jean-Pierre Girard, et il s'est fait connaître dans les années 70-80 aussi, avec le même type d'effet que Geller. Et on l'a testé dans des labos de métallurgie, on lui a fait tenir des barres métalliques qui étaient intordables, même par des haltérophiles ou ce genre de trucs. Et le gars, lui, il les tordait en les effleurant à peine, en caressant la barre, et la barre se pliait. Donc voilà, ça a été montré. On lui a même fait tordre des barres qui étaient dans des tubes en verre, dans des tubes en verre scellés, donc il ne pouvait pas toucher la barre, et la barre se tordait dans le tube en verre. Et on a montré au microscope électronique qu'en fait la structure de la métallique de la barre, elle avait été modifiée à l'échelle de la composition atomique en fait de l'objet. Donc son intention avait agi sur la structure fine à l'échelle microscopique de ces objets qu'on leur donnait. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été publiées dans des revues scientifiques, hein, et qui sont aujourd'hui connues de très peu de gens en fait, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, quoi. C'est toujours la même chose. Tant qu'on sait pas l'expliquer, on met ça de côté et puis on dit on verra plus tard, quoi.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'au moment où ces expériences sont faites, il y a un constat sur le cerveau, par exemple, sur cette personne qui va tordre un objet? Est-ce que quand on va faire l'expérience, est-ce qu'on constate qu'il se passe quelque chose de précis, de particulier dans son cerveau, ou est-ce que c'est à l'échelle de l'invisible, du tellement petit qu'on ne peut pas le constater? Alors, c'est une question intéressante parce que ça serait effectivement très très bien de savoir ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Ça suppose qu'il faudrait mettre tout un tas d'électrodes sur le sujet en question. Donc, ça complexifie un peu ces expériences. À ma connaissance, ça n'a pas vraiment été fait. Je suis pas sûr et certain, mais je pense pas que ça a été fait. Ça voudrait dire que pendant que la personne se concentre pour faire une action sur la matière, soit déplacement d'objet, soit torsion de métal ou ce genre de choses, cette personne-là soit monitorée au niveau cérébral par tout un tas d'électrodes et voir ce qui se passe. Ce qu'on pourrait mesurer au mieux, ça serait son électroencéphalogramme. Donc, voir s'il se passe des choses, je ne crois pas que ça a été fait. Par contre, on a observé que ce genre de phénomène était lié à ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. C'est-à-dire que la personne qui fait ça, elle se met dans un certain état. Elle se met dans un état certaines personnes vont appeler un état de transe, par exemple. Donc, elle est pas dans son état normal, on va dire. Donc, on sait qu'il y a des fameux comment on dit, psychokinétiques, donc des sujets qui faisaient de la psychokinèse à travers l'histoire, ceux qui ont été étudiés par des scientifiques, il y en avait qui étaient connus pour se mettre dans des états seconds, quoi, hein, c'est-à-dire être vraiment hors d'eux-mêmes, si on peut dire. Il y en avait qui avaient besoin de s'alcooliser, par exemple, aussi pour atteindre cette espèce d'état second aussi, et puis qui produisaient des efforts, ils devaient produire des efforts très importants pour parvenir à un résultat, et on constatait qu'ensuite ils étaient véritablement épuisés. Donc voilà le genre de choses qu'on a pu constater. Des modifications dans le cerveau, c'est probable, c'est possible, puisque, enfin, en l'occurrence, rien que pour l'état mental, l'état cérébral, il est forcément modifié, puisqu'il est corrélé. Donc si la personne se trouve dans un état de transe, effectivement, son cerveau se trouve dans un état particulier aussi, qui est corrélé à l'état de transe. Mais je crois pas que ça ait été, je crois pas que ça a été objectivé par des tracés. Électroencéphalogramme ou autre, quoi, à ma connaissance. On entend souvent parler de loi de l'attraction, d'effets placebo, d'effets nocebo, de physique quantique. Est-ce que tout ça, ce serait pas un petit peu la même chose par rapport à ce que vous dites là? Est-ce que c'est pas une façon pour l'esprit d'agir sur la matière? Et est-ce que du coup, ce sont pas des constats faits à différents endroits sur une échelle plus scientifique avec la physique quantique, sur une échelle peut-être un petit peu plus spirituelle avec la loi de l'attraction et peut-être sur une échelle, on va dire, je sais pas, sociologique avec l'effet placebo? Est-ce que tout ça finalement, c'est pas comment dire, des résultantes du même procédé, des variants. Des différents aspects d'une même chose, vous voulez dire, ouais, de Oui, ouais, différents ouais, aspects tout à d'un fait. même processus, ouais, sûrement, hein. Pour moi, de toute façon, l'interaction entre l'esprit et la matière, et notamment le corps physique, donc la matière du corps, elle est évidente, quoi, elle est certaine, parce on en fait l'expérience constamment. On voit bien que si on est dans une certaine humeur, dans un certain état d'esprit, on a plus d'énergie, on est capable de faire plus de choses, on a envie de faire plus de choses, on est capable de se motiver, etc. Donc, ces interactions-là, on les constate en permanence. Le truc, c'est qu'on est dans une vision du monde qui est dite majoritairement donc dualiste, où il y a d'un côté la matière, de l'autre côté l'esprit, la conscience, on ne sait pas comment les deux s'articulent. Donc, pour certains, la question ne se pose pas parce que de toute façon, la seule vérité, c'est la matière physique. Et la conscience, c'est quelque chose qui émerge de ça, entre guillemets. Mais beaucoup de gens sont prêts à accepter que la conscience, ce qu'on va appeler l'esprit au sens philosophique, a une réalité propre, a une réalité intrinsèque, mais ils vont pas aller plus loin que ça et ils vont rester dans ce qu'on appelle le dualisme de Descartes, en fait, qui consiste à dire qu'il y a deux substances fondamentales, hein, la substance matérielle, physique, et puis la substance psychique, et que donc ces deux substances-là restent, enfin, elles restent compatibles de fait, parce elles sont compatibles dans le corps humain, par exemple, mais ce sont deux substances qui restent différentes l'une de l'autre et qui n'ont pas, voilà, la même nature fondamentale. Donc ça reste une vision dualiste. Donc, pour revenir à la question, oui, moi je pense qu'il y a plein de manifestations de cette interface entre l'esprit et la matière et qui sont des manifestations très ordinaires jusqu'à des choses extraordinaires.
effectivement. Donc, ça prend toutes sortes de formes, mais par exemple, dans d'autres mondes, d'autres approches philosophiques que peuvent avoir, par exemple, les orientaux, les asiatiques, ces notions-là font complètement partie de la banalité pour eux, hein. C'est-à-dire une énergie comme le chi, dont on parle dans les sports ou les arts martiaux comme le Qigong, le Tai Chi Chuan, etc. Pour eux, dans le système en tout cas chinois, ça fait complètement partie d'une réalité ordinaire, même si c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer objectivement par des machines. Ça n'empêche que ça fait partie pour eux de la réalité à 100%. Après, le chinois moyen, peut-être qu'il s'en fout de ça, mais en tout cas, dans la vision du monde chinoise, on a cette réalité du chi. Alors que pour nous, occidentaux, c'est quelque chose qui est de l'ordre, voilà, une espèce de fumée bizarre. On n'a pas la moindre idée de ce que ça peut dire. Alors là, c'est de l'énergie, et puis c'est lié à l'intention, et puis c'est lié à l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire pour nous. C'est du chinois, c'est le cas de le dire. Donc c'est intéressant de voir que dans d'autres cultures, ça fait complètement partie de la réalité. Il y a même pas de question à se poser. Et en l'occurrence, il y a de la psychokinèse chez des grands maîtres de Tai Chi ou de Qigong. D'accord? Donc voilà, ce sont des gens qui savent très bien que cette énergie est une réalité. Ils sont capables de la concentrer, de la maîtriser, de la déplacer. Et dans le livre avec Antoine, moi aussi, je raconte des travaux qui ont été faits au Japon, hein, parce que justement, il y a toute cette culture, hein, dans la culture asiatique de cette fameuse énergie. Et au Japon, il y a un chercheur qui a mesuré l'action de guérisseurs de Reiki ou de Qigong ou de différentes traditions comme ça. Et ils ont montré qu'il y avait une action objective sur des cellules vivantes autour des guérisseurs. Donc on a des démonstrations comme ça qui sont aujourd'hui qui sont valides, quoi. En tout cas pour ce qui est de la présence d'un véritable effet. Justement, vous parlez des phénomènes de guérison, je voulais y venir parce que dans un cas de guérison, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a deux entités, deux énergies qui vont produire un effet similaire. On a la personne qui est guérie et la personne qui est le guérisseur, en fait. Et les deux énergies vont fonctionner de pair. Alors, on a aussi des cas de guérison spontanée à Lourdes, la personne se plonge dans l'eau, elle est guérie, effectivement. Mais quand on a deux énergies qui se croisent, celle du thérapeute et celle du patient, du consultant, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le fait d'avoir deux énergies qui vont penser à la même chose sur la matière, est-ce que quelque part ça va être plus fort? Est-ce qu'il y a comme ça un effet cumulatif entre plusieurs personnes? C'est intéressant, ouais, ouais. On peut dire ça, certainement. En tout cas, dans ce qu'on écrit sur le placebo, dans le livre avec Antoine, parce qu'Antoine, il apporte un regard de médecin quand même. En plus, médecin neurologue, il fait partie de ces spécialités où la notion de placebo, en fait, elle joue un rôle peut-être plus important que dans d'autres spécialités, dans d'autres domaines médicaux. Donc, dans ce qu'on écrit sur le placebo avec Antoine, il y a cette idée que le placebo, ça repose sur la croyance du patient, mais aussi sur la croyance du médecin. Donc, effectivement, il y a une espèce de jonction en fait entre les deux. La vision du monde du patient, elle doit être en quelque sorte compatible avec celle du médecin, même s'ils n'en parlent pas explicitement pour que effectivement l'effet placebo fonctionne. Il semblerait qu'il y ait eu des observations, voilà, de cette nature-là qui ont été faites, quoi. Donc c'est assez intéressant, mais ça reste un grand mystère de toute façon, hein. Pour la science en général, on n'a pas la moindre idée de la façon dont l'effet placebo fonctionne en lui-même, quoi. C'est pas simplement de la suggestion dans l'effet d'une substance, hein, parce qu'il y a des cas où des gens vont guérir après avoir subi une fausse opération, par exemple, donc sur des interventions orthopédiques, interventions sur des ligaments ou des articulations, etc. Et où finalement, il n'y a rien qui a été fait, on a refermé, on a recousu, et la personne est capable de marcher alors qu'elle était plus capable de marcher. Donc ça va jusqu'à des niveaux quand même assez impressionnants d'auto-guérison. Le placebo, ça veut dire qu'on est capable en fait de s'auto-guérir parce qu'on a en nous toutes ces ressources-là. Alors, en nous, sous-entendu, au plus profond de nous aussi, c'est-à-dire peut-être au-delà de nous aussi, hein. Bon, en nous, c'est une façon de parler, quoi. Mais en tout cas, c'est sûr que la médecine moderne a externalisé en quelque sorte les agents qui nous rendent malades. C'est les virus, c'est les bactéries, c'est les ondes, c'est les rayonnements, etc. C'est les agents pathogènes, les agents, tout ce qui est pollution, etc., etc.
Mais avant ça, dans la médecine grecque, en fait, on considérait que les maladies venaient de l'intérieur, que tout venait de l'intérieur et notamment de l'état d'équilibre de la personne, y compris au niveau psychique. Et aujourd'hui, on redécouvre ça seulement depuis quelques décennies. On s'aperçoit que effectivement le stress chronique, c'est dangereux pour les cellules, ça produit tel type d'altération, etc. Et que donc il y a des choses très objectives sur ce que produisent nos états mentaux, nos états psychiques sur notre corps. Donc on sait qu'il y a cette corrélation permanente, il y a cet aller-retour permanent entre le mental et le physique, parce que bien sûr l'état du corps influence aussi sur l'état de notre psyché. Donc c'est un aller-retour permanent en fait entre ces deux pôles-là. Donc je ne sais plus quelle était la question, mais en tout cas C'était de c'est des savoir choses s'il qu'on y avait une observe. interaction entre deux êtres, entre deux énergies, si ça Ouais, pouvait se voilà. faire. Donc, on observe ça dans le cas du placebo, effectivement, qu'il y a la croyance du patient qui joue un rôle, il y a la croyance du médecin aussi, qui peuvent jouer avec ça, mais ça reste des choses qui ne sont pas maîtrisées aujourd'hui parce qu'elles sont mal comprises. Donc, d'un point de vue empirique, oui, on observe des choses, mais on ne sait pas vraiment on sait pas les expliquer, quoi. Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de psychokinèse négative? Vous parliez tout à l'heure du stress chronique, c'est intéressant parce que si il faut se mettre dans un état modifié de conscience pour accéder entre guillemets à cette psychokinèse, on voit bien autour de nous que même sans le vouloir, la plupart des gens sont dans un état modifié de conscience. Quand on est en stress chronique, quand on est extrêmement fatigué, quand on est accro au sucre, quand on est dans une addiction même à l'alcool, au café, au tabac, etc., c'est déjà une forme d'état de conscience modifié, mais pour le Mhm. coup, qui va nous mettre dans un état négatif. Donc, est-ce qu'à l'inverse, on peut produire un effet sur la matière qui est à l'encontre de celui qu'on pourrait vouloir, qui nous emmène dans un chemin un peu plus négatif? Ouais, je comprends ce que vous voulez dire et on peut dire que ça s'observe dans le cas des phénomènes de poltergeist, ce qu'on appelle le poltergeist. Donc, pour certaines personnes, tout de suite, là, on est dans les fantômes et tout ça. Bon, il y avait eu des films de science-fiction autour de cette notion. En fait, c'est une notion en psychologie qui est très connue, qui a été très étudiée et qui relève de désordres psychiques chez des jeunes personnes, notamment bon, des adolescents souvent. Et c'est ces personnes qui sont très perturbées vont produire des effets physiques autour d'elles. Et parmi ces effets physiques qu'elles produisent, eh bien, il y a très souvent des déplacements d'objets, des coups frappés dans les murs, des objets qui se brisent, des choses, des tableaux qui tombent. Enfin, il y a tout un tas de choses, hein. Il y a régulièrement des cas comme ça qui sont documentés dans la presse. Bon, l'explication, en tout cas, qui tient le mieux la route depuis quelques années, c'est que ce sont les perturbations psychiques d'un ado, souvent d'un ado dans la maison, qui ne contrôle pas justement ses pensées et ne contrôle pas l'effet que ses pensées ont sur son environnement. Donc, bien sûr, plein de gens ne croient pas à ça, hein, mais en tout cas, les gens qui vont constater ça, les gendarmes en général, je peux vous dire qu'ils sont impressionnés. Il y a eu peut-être des cas de supercherie, mais il y a des cas très célèbres où on n'a pas pu du tout mettre en évidence qu'il y avait une supercherie, une manipulation, etc. Donc dans ces cas-là, la personne, elle produit effectivement un effet psychokinétique par défaut. Et voilà, donc c'est selon son humeur, selon son état d'esprit, ça peut être des choses violentes, dangereuses, etc. Parce que la personne ne maîtrise pas du tout les effets produits. Et très souvent, on dit voilà, ça vient de l'esprit perturbé d'un ado. Hmm. Est-ce qu'en fonction des personnalités, de qui on a plus ou moins une appétence pour telle ou telle façon de faire? Vous parliez tout à l'heure de tordre le métal ou d'avoir accès à des informations du futur ou de déplacer des objets. Est-ce que ça, c'est lié plutôt à notre personnalité, à notre perception, à notre sensibilité? Est-ce qu'on a tous les mêmes, toutes ces capacités, mais que du coup, c'est du travail? Qu'est-ce que vous Bah, allez il y a dire? cette idée on a tous ces capacités-là qui sont latentes en nous. On voit bien que l'univers de la fiction, de la science-fiction, survalorise ça, avec par exemple tous les X-Men, tout ça. Tous les X-Men des pouvoirs, des pouvoirs psychiques qui sont décrits en fait dans la littérature parapsychologique depuis très longtemps, quoi, hein. Alors évidemment, eux, c'est tout de suite très spectaculaire quand ils font du déplacement d'objets, de la lévitation d'objets, tout ça, c'est tout de suite extraordinaire avec des trucs très gros, très lourds. La télépathie, c'est pareil, et tout ça, c'est très précis. Alors en fait, bien sûr, on dit que les gens ont ces capacités-là, mais qu'elles sont latentes, qu'elles s'expriment difficilement, et chez certaines personnes, effectivement, on va dire qu'il y a des sujets doués.
Mais tout le monde, oui, serait capable de produire les mêmes effets, déplacement d'objets, torsion de métal, ça fait partie du même domaine. Mais pouvoir effectivement lire dans les pensées des autres ou communiquer simplement par la pensée sans parole, etc., ça fait fantasmer un peu tout le monde, forcément, hein. Donc, je pense que on a tous envie d'avoir ces pouvoirs-là, de développer ces pouvoirs. Le fait, effectivement, aussi de voir le futur, d'avoir des informations sur le futur, bon, ça fait rêver. Donc, on va dire qu'on a tous ça plus ou moins en nous. Certaines personnes sont plus douées que d'autres pour le faire, tant mieux, hein, c'est comme pour la musique et le sport, hein. Vous avez des Mozart et vous avez des Léon Marchand, et puis vous avez le commun des mortels, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est tout. Après, bon, les gens qui se retrouvent à faire de la torsion de métal, c'est juste qu'ils se sont aperçus ils avaient cette capacité-là, hein. En fait, Uri Geller, il a fait ça, alors lui, je sais plus pourquoi, mais Jean-Pierre Girard l'a fait à cause d'Uri Geller, et puis Jean-Marie Le Gall, qui est un sujet dont on parle dans le livre, il l'a fait à cause de Jean-Pierre Girard, hein. Donc, ce sont des gens qui cherchent à imiter ce que les autres sont capables de faire en termes de capacité. Et donc, ils s'aperçoivent que, ouais, ils le font aussi. Mais en général, ils font pas que ça. Quelqu'un comme Jean-Marie Le Gall, qui est aussi un sujet psy, ça veut dire qu'il produit des effets psy, donc comme ça, comme la torsion de métal. Mais il est aussi avant tout guérisseur, magnétiseur. Et il est très réputé dans son domaine. Donc, il y a aussi toute une batterie de phénomènes en fait qui entourent ces gens-là, hein. Quand les gens ont un certain talent pour un de ces phénomènes-là, en général, il y en a d'autres qui sont pas loin, quoi. Ouais. D'autres talents. Bah, justement, vous avez pris l'exemple du sport, de la musique. Moi, j'allais prendre l'exemple du sport parce qu'on peut dire qu'effectivement, tout le monde a des capacités. Moi, concrètement, demain, je peux jouer au basket. C'est pas parce que je joue au basket que je vais devenir Tony Parker. Et donc, en fait, par contre, peut-être qu'il y a d'autres sports qui sont plus faits pour moi. Et donc, peut-être Mhm, qu'avec ces capacités-là, c'est la même chose, quoi. Peut-être que si demain, j'essaie de tordre du métal, c'est pas du tout fait pour moi. En revanche, mhm. peut-être que le magnétisme, il y a peut-être plus de choses de ce côté-là, etc. Et donc, est-ce que, enfin, la question est un peu large et peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais peut-être qu'en fait, si on a chacun des capacités, peut-être que l'enjeu, il est plus de trouver quelle est celle qui va vibrer avec nous, qui va vraiment nous correspondre et dans laquelle on va vraiment s'épanouir. Oui, oui, après, le truc pour moi, c'est que tout ça, ça ramène à une certaine vision du monde et à la recherche d'une forme d'équilibre, justement, dans sa vie, entre l'équilibre, justement, entre son corps, l'état de santé, et puis sa pensée, l'état psychique dans lequel on se trouve. Et le but pour moi, en tout cas, au stade où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, c'est pas nécessairement d'arriver à faire déplacer des objets par la pensée. Je sais que ça existe, je sais qu'il y en a qui le font. Moi, j'ai pas forcément envie de le faire. Moi, ce que je veux faire, c'est être bien, simplement, être bien dans ma vie, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Donc déjà, rien que ça suffit. Mais oui, peut-être que des gens sont plus doués pour certaines pratiques que pour d'autres. Même si pour moi, tout ça, ce sont des manifestations d'une seule et même force, en fait, hein, qui reste à définir et à comprendre par la science. Parce que moi, je suis un scientifique de formation et je suis journaliste scientifique, donc je rejette pas du tout la science, au contraire. Donc, j'espère que la science va finir par comprendre et expliquer et décrire qu'est-ce que c'est que justement ce qu'on appelle le chi en Chine ou le prana en Inde. Et est-ce qu'il y a des différences? Et le mana à Tahiti, notre champion olympique de surf, comment il s'appelle? Kaoli, un truc comme ça, un jeune surfeur tahitien qui a eu la médaille d'or au JO, il a dit, et il disait, avant son épreuve, il y a le mana est avec moi. Il y avait plein de mana. Et ben les gens, ils savent pas ce que c'est que le mana, et ben renseignez-vous, c'est la force psychique, c'est le chi, c'est la même chose. Donc on va dire, ah bah oui, mais c'est des trucs de primitifs. Ah, bah si vous croyez ça, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Bon, lui, il le disait parce que c'était banal pour lui, ça fait partie de sa culture. C'est un Tahitien, il a grandi là-bas. Et donc, ça faisait complètement partie de sa culture de parler de cette force, qui en plus est une force qui vient de la nature et qui lie aussi l'individu, l'être humain à la nature, qui fait que l'être humain forme un tout, forme un ensemble avec la nature. Il n'est pas extrait, il n'est pas sorti de la nature, il en est un des éléments. Et c'est pour ça que justement, en jouant cette harmonie parfaite entre l'être humain et son environnement, et ben ce gars-là, il a eu en l'occurrence la meilleure prestation de surf au JO. Mais il invoquait la notion de mana. Bon, et ben la science va-t-elle réussir un jour à expliquer ce que c'est que ça? J'espère. Alors, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, elle a tendance à dire ça n'existe pas. Et c'est bien là le problème. Mais on pourrait très bien imaginer peut-être que dans 20, 30 ans, on soit capable d'expliquer par la science tous ces phénomènes.
Bien Pour vous, il sûr. n'y a pas de, pour vous, il y a pas de différence entre guillemets entre ce qui se passe là et la science. C'est pas deux choses à part. C'est plus qu'on Absolument, ne non, les non, a pas encore étudiées. c'est ce que j'essaye de dire. Pour moi, je Oui. dis que la science doit prendre en considération ces phénomènes, ces manifestations-là. Elle doit essayer d'expliquer ce qui se passe effectivement sur la façon dont l'esprit, l'intention pourrait modifier des caractéristiques physiques, que ce soit sur des cellules vivantes ou sur des cellules inertes. Il faut que, bien sûr, on parvienne à l'expliquer. Et c'est tout à fait dans la logique des choses d'élargir notre spectre de compréhension. Moi, je suis pas du tout pour dire, de toute façon, la science, elle sert à rien et puis il faut revenir aux croyances ancestrales. C'est pas du tout ce que je dis, hein. Oui. Non, au contraire, avec Antoine, dans le livre, on parle de l'avenir de la médecine, justement. Et comment la Pardon. médecine, en s'ouvrant à ça, peut justement accéder à des choses aussi plus riches pour elle. Il ne s'agit pas de s'opposer et de critiquer de manière obtuse la médecine moderne, hein, qui fait plein de choses extraordinaires. La médecine, voilà, ça nous a permis d'augmenter notre espérance de vie sur des décennies. Donc, c'est pas du tout quelque chose qu'on rejette. On pense que la médecine peut continuer à s'ouvrir justement à des choses comme ça dont on parle et puis qui sont acceptées dans d'autres visions du monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire des observations sur le monde animal? Alors, c'est-à-dire quel type d'observation? J'ai vu dans votre livre, enfin sur le sommaire de votre livre, hein, parce que je ne l'ai pas encore Hmm. lu, mais que vous aviez été amené aussi à travailler autour du monde animal, que vous aviez pu observer, enfin il y a un chapitre en tout cas sur les observations sur le monde animal. Je voulais savoir ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Euh, Dans ce livre-là, on parle pas des animaux. Ok, Donc, je sais pas exactement à quoi vous faites référence. bon, c'est pas Mais bon, grave. ce qui s'applique pour l'être humain s'applique aux animaux aussi. Puis si, peut-être, on en parle au moment du placebo, parce que justement, le Oui, fait que le placebo agisse aussi sur les animaux, c'est un argument pour dire que c'est pas simplement de l'autosuggestion, quoi. Voilà. Donc peut-être qu'on parle des animaux dans ce cadre-là. Après, je ne me souviens pas qu'on parle beaucoup du monde animal, en fait, dans ce livre. ok. Est-ce qu'il y a des protocoles précis qu'on peut mettre en place pour influencer la matière? Je pense que vous connaissez la technique du verre d'eau magique. On va placer sous un verre d'eau un papier avec une phrase, quelque chose qu'on a envie de voir se produire dans notre vie, et puis on va Hum. laisser charger l'eau, et puis ensuite on va la boire. Est-ce que comme ça, il y a des choses qui fonctionnent? Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres? Bah, je sais pas si cette technique-là fonctionne, hein. En l'occurrence, j'ai pas testé, mais on a montré, il y a des travaux qui ont montré que un certain type de pensée avait une influence sur, par exemple, des légumes qu'on laisse pourrir ou qu'on laisse voilà, sécher. Je sais que ça a été critiqué. Il y a aussi, mais bon, il semblerait que ça a été quand même montré dans des vraies conditions, quoi. Donc peut-être c'est à refaire. Je sais pas exactement ce qui a été publié là-dessus en matière d'articles scientifiques, mais c'est à voir. Il y avait eu aussi les travaux de Masaru Emoto sur l'eau, là, qui sont aussi critiqués parce que c'est plus un travail artistique. Mais c'est le gars qui dit que quand vous vous concentrez sur voilà un contenu d'eau qui est placé dans certaines circonstances et qui peut être congelé ou d'autres ou autres, et eh bien vous produisez des images en fait. Donc l'eau réagit à nos intentions, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qui ont été dites. Il y a de la science là-dedans, et puis il y a aussi des choses qui sont plus vraiment de la science, qui font plus partie du domaine de l'art, de la création, etc. Donc faut faire le tri, quoi. Faut voir ce qui est vraiment scientifique là-dedans et ce qui ne l'est pas. Mais bien sûr, moi je suis convaincu que nos intentions peuvent influencer notre environnement. C'est ça finalement hein, l'objectif de tout ça, c'est de comprendre qu'on est en interaction avec notre environnement et que notre état d'esprit, nos pensées et nos intentions aussi, que ça se compose clairement, elles agissent en fait. Elles agissent et elles modifient l'effet qu'on peut avoir sur les gens qui nous entourent. Il y a un effet sur le vivant autour de nous. Par exemple, on parle de la main verte dans le cadre du jardinage. Bon, c'est avéré aussi, c'est empirique, mais c'est avéré. C'est un effet sur le vivant autour de nous. C'est un effet, on peut imaginer que c'est un effet sur le monde autour de nous d'une manière générale. Donc
C'est ça qui est important. Euh, c'est de savoir qu'on peut agir, quoi. On le constate de manière très très ordinaire en voyant qu'effectivement, selon l'état d'esprit dans lequel on se trouve, on a plus ou moins envie de faire des choses et puis du coup, les choses viennent à nous ou pas aussi, quoi. On rentre facilement dans une spirale négative et on peut à l'inverse, voilà, faire l'effort et puis voir que les choses se mettent en place autour de nous d'une manière beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus fluide. Donc on agit là-dessus, quoi. On peut le constater, on peut le constater très 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 directement, quoi. Et pour raccrocher les wagons avec mon sujet de prédilection qui est le mouvement, vous parliez tout à l'heure du qi. Dans la culture chinoise, je pense notamment au qigong, au tai chi chuan, etc., qui vont venir justement travailler sur cette énergie-là. Est-ce que le mouvement pourrait permettre, d'une manière ou d'une autre, selon vous, soit d'accéder à un état modifié de conscience, soit de venir agir directement sur la matière, de produire une intention, quelque chose comme ça? Est-ce que ça pourrait faire ce lien, entre guillemets, entre le visible et l'invisible? Alors, je sais qu'il y a des théories comme ça sur le mouvement. Il y a certains types de mouvements qui sont supposés être des pratiques spirituelles en tant que telles, hein. Donc, il y a des danses, bien sûr, qui ont été conçues comme ça pour finalement oui, ouvrir une espèce de connexion avec le divin, avec le monde spirituel, etc. Par exemple, moi, j'ai eu la chance de voir des derviches tourneurs. Donc, c'est des danseurs soufis. Donc, c'est un mouvement spirituel de l'islam. C'est la mystique de l'islam, en fait, le soufisme. Et les derviches tourneurs font partie, voilà, d'une certaine confrérie, de certaines confréries qui pratiquent la danse. C'est une forme de danse qui est censée être une mystique, quoi, qui par le mouvement, par le fait de tourner sur soi, eh bien, on ouvre une espèce de porte, une connexion au divin. Donc oui, historiquement, traditionnellement, il y a des pratiques physiques de danse pour connecter. Mais le yoga, ne serait-ce que le yoga, c'est ça aussi. C'est connecter le corps et l'esprit. Donc, ce sont ces pratiques qui viennent du fond des âges, hein, Tai Chi Chuan, etc., Qigong, qui ont été plus ou moins redécouvertes, modernisées aussi. Moi, je pratique ça aussi. On voit bien que ça poursuit ce but-là, d'établir une harmonie entre esprit et corps et harmonie entre individu et environnement, y compris dans les domaines invisibles du cosmos et des mondes spirituels, etc. Donc, il y a ça déjà chez les peuples premiers, hein, avec voilà, les chamans aussi, ils vont travailler dans l'invisible dès le départ, quoi, hein. Donc, ça remonte à très très loin, toutes ces pratiques-là. Mais oui, ça peut passer par le mouvement, bien sûr. Si on considère donc que l'esprit agit sur la matière, est-ce qu'en fonction des croyances qu'on a pu avoir à différentes époques, ça a pu générer des réalités différentes? Je pense par exemple à des époques où on était très dans des cultures polythéistes, où par exemple on allait prier la déesse de l'amour pour qu'elle agisse sur un couple, la déesse de la foudre pour avoir un bon Mhm. temps, une bonne météo, etc. Est-ce que les croyances et le fait que ce soit collectif aussi, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que tout ça a pu, toutes ces intentions-là ont pu participer à construire comme ça des époques qui sont très différentes des nôtres? Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir, hein. Ouais, c'est complexe de répondre à ça. On ne sait pas dans quelle mesure est-ce que ce sont les croyances collectives qui construisent les mythes ou si c'est vraiment si c'est les mythes qui construisent les croyances, quoi. Dans quel sens ça joue? À partir de quoi se constituent les croyances? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à quoi ça correspond? Moi, je suis convaincu que oui, il y a des présences dans l'invisible. Je suis convaincu de l'effet spirituel de tout un tas d'entités, des esprits de défunts, des esprits de lieux, de rivières. Tout ça, on a ça dans les chamanismes, hein. Moi, je m'intéresse beaucoup au chamanisme aussi parce que je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Native et on parle des peuples premiers. Donc, on traite beaucoup d'écologie, de spiritualité, de chamanisme et tout ça. Et donc, par exemple, il y a cette idée qu'il y a le monde sensible, le monde des objets qu'on peut toucher, il y a le monde intelligible, le monde des idées qu'on peut saisir, et puis entre les deux, il y a ce que Henri Corbin, philosophe français, appelait le monde imaginal, hein. C'est un intermonde, en fait, c'est un monde intermédiaire entre le sensible et l'intelligible. Et c'est là où les rêves se déroulent, et on retrouve cette notion d'un monde intermédiaire dans plein
de tradition, donc y compris en l'occurrence les soufis, parce que c'est aussi là que Henri Corbin l'a prise. Mais c'est des choses qui aujourd'hui sont à nouveau prises au sérieux par les sciences humaines. C'est-à-dire on n'écarte pas ça comme des superstitions ou des croyances, mais on se dit il y a quelque chose derrière ça, il y a peut-être une réalité tangible qui effectivement nous oblige à revisiter notre point de vue, notre regard occidental, moderne, etc. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut simplement écarter du revers de la main. Et on voit bien que, en l'occurrence, chez les peuples racines, qui vivent encore aujourd'hui selon ces traditions-là, ils ont complètement conservé cette relation à l'invisible, que ce soit le mana ou les esprits des défunts ou les esprits des lieux, les esprits des rivières, les esprits des montagnes, etc. Pour eux, c'est toujours là. Alors, bien sûr, pour certaines personnes, ça montre qu'ils sont archaïques, ils sont primitifs, ils n'ont rien compris. Mais est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est nous qui n'avons rien compris? Ça reste complètement une question légitime, quoi. Quand on voit comment nous on détruit les écosystèmes, etc. Est-ce que c'est nous ou c'est eux les primitifs? Faut arrêter là. Je veux dire, aujourd'hui, la réponse elle est claire, quoi. Est-ce que vous vous intéressez aux théories de la simulation? Pas forcément sur le côté très des ordinateurs qui nous contrôlent depuis le futur, mais sur le fait qu'on pourrait être des esprits qui font cette Mhm. expérience de la matière et que du Mhm. coup, c'est comme si on téléchargeait des infos de cette conscience universelle dans notre matière en fonction de ce qu'on incarne, etc. Et que Mhm. finalement, en fait, toute la réalité qu'on voit autour de nous, c'est nous qui la créons complètement. Oui, oui, bah ça c'est un peu le cœur de mon travail, on va dire, parce que hormis ce livre donc qu'on vient de faire avec Antoine, moi je travaille beaucoup sur les états modifiés de conscience, comme je disais, et donc sur ce qu'est la conscience, quelle est la nature de la conscience, quelle est la nature de la réalité, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que voilà. Donc oui, la théorie de la simulation, j'en ai fait tout un chapitre dans un livre précédent qui s'appelle Tout est relié, donc avec Romuald Le Terrier. Romuald, c'est un spécialiste du chamanisme, lui, donc il est spécialiste justement des visions, des univers visionnaires chamaniques. Et on a traité ce thème de la simulation parce que c'est pris au sérieux par des philosophes des sciences, par des informaticiens, ou en tout cas des gens qui réfléchissent un petit peu autour des implications de tout ça, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et la simulation, c'est une théorie qui est très sérieuse. On peut très bien être, selon certains philosophes, nous, le résultat d'une simulation. Et puis, en fait, tout notre univers à nous, c'est simplement un truc qu'a créé un adolescent de 12 ans dans un autre, dans une autre galaxie. Et tout ça, c'est notre univers à nous. Donc, on peut spéculer là-dessus à l'infini. On n'a aucun moyen de vérifier, bien sûr, ce qu'il en est au bout du compte. Donc, c'est amusant, c'est un exercice intellectuel amusant de simuler, de réfléchir à la notion de la simulation. Moi, j'aime beaucoup, sachant que si on est une réalité simulée, ça pose toujours la question du simulateur. Qui nous simule et pourquoi? Qui nous amène à... Il y a des théories sérieuses aussi qui disent que ça peut être nos propres descendants qui, pour continuer à avoir des échanges avec nous, qui sommes les générations précédentes, donc, euh, nous simulent et nous font exister nous font croire que nous vivons cette vie-là dans le présent, alors que voilà, bon, il peut se passer beaucoup de choses là-dedans. C'est un jeu intellectuel assez drôle, mais en tout cas, scientifiquement, c'est crédible, quoi, c'est sérieux. On pourrait très bien être effectivement le fruit d'une simulation. Ça vient du fait nous, on est capable de simuler des réalités virtuelles, donc potentiellement, notre réalité est peut-être une réalité virtuelle simulée aussi. Donc c'est vrai que c'est un argument qui se tient, hein. Et on pourrait pousser la chose jusqu'à dire on est nos propres simulateurs, parce qu'en fonction des choix qu'on fait, si on reprend cette histoire de physique quantique, on peut créer deux réalités un petit peu alternatives à des moments, et Mhm. donc du coup, finalement, on devient nos propres simulateurs dans d'autres réalités, etc. Et en fait, ça peut être aussi quelque chose d'un peu infini comme ça, hein. C'est intéressant de réfléchir à ça, et c'est sûr qu'il y a des gens qui sont passionnés d'ésotérisme et tout ça, qui vont dire ça, ouais, qu'on crée sa vie, et que de toute façon, on a plusieurs incarnations simultanées, et qu'on existe dans plusieurs univers en même temps. Enfin, je veux dire, c'est infini. Mhm. On n'a aucun moyen de valider ce genre de truc. Donc, pourquoi pas? C'est intéressant de le faire pour le fun. Mais en tout cas, toute cette idée que notre corps, notre esprit sont en interaction permanente, etc., ça nous amène à avoir un certain regard, une certaine maîtrise de notre vie, en étant conscient de ces influences, de ces capacités-là. Et ça fait qu'on vit pas une vie complètement ordinaire quand on est imprégné, en fait, de ces connaissances-là, c'est sûr, hein. Est-ce qu'il y a une leçon que vous avez apprise récemment, quelque chose que vous avez compris de la vie, de la société, des humains en général?
Bon, moi, j'ai un certain âge déjà, donc ça fait un moment que j'ai compris certaines choses, mais moi, je dirais pas que j'ai compris des choses récemment particulières. Je peux vous dire que le sujet sur lequel je travaille justement aujourd'hui, c'est la notion d'individu. Pourquoi est-ce que nous sommes des individus avec une identité, une singularité, alors que on serait, d'un point de vue spirituel, l'émanation d'une même source. On serait la manifestation d'une seule source unique. Alors pourquoi toute cette diversité? Pourquoi toute cette manifestation de choses, d'objets, d'êtres qui sont aussi divers si finalement il y a une seule étincelle qui est à l'origine de ça, quelque chose qui a une nature unique. Donc, voilà, mon sujet de réflexion, il est là et plein de choses que je trouve intéressantes autour de la notion d'individu. Pendant longtemps, la spiritualité, ça consistait un peu à nier l'individu en disant ce qui est pas, c'est pas important l'individu, ce qui est important, c'est l'éveil à la lumière, etc. Et en fait, si l'individu est important, je pense que c'est très important que nous soyons différents. Et donc, je salue la différence. Et je dois dire que je me suis régalé, par exemple, pendant les Jeux Olympiques à voir des sportifs tous très différents, se battre pour faire des résultats, bien sûr. Et là, on le voit avec les Paralympiques aussi. C'est assez touchant, bien sûr, de voir des gens qui ont subi des drames comme ça et qui sont aussi dans une affirmation de leur individualité. Alors, justement, parfois, dans le cas des Paralympiques, avec des handicaps visibles, des choses spectaculaires quand il manque un membre, etc. Mais ils sont dans une reconquête d'eux-mêmes et dans une affirmation de leur identité avec cette particularité-là, en l'occurrence, qui fait leur handicap. Et je trouve ça très inspirant, ouais. Voilà, ça nous incite chacun à être nous-mêmes, quoi, à donner le meilleur de nous-mêmes en toutes circonstances, quoi, pas forcément uniquement dans le sport. Et ce sera le mot de la fin. Jocelyn Morisson, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci, Alex. À bientôt. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.